Donc, vous voyez derrière vous un portrait de Madame Rosengart qui a été fait par Picasso en 1964. Donc, vous mesurez le temps et vous la regardez, elle est la même aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous a permis de garder cette jeunesse? D'abord, merci pour le compliment. Avec l'art, avec la passion pour l'art, on reste jeune, je crois, parce qu'on est toujours entouré de belles choses et en contact avec des personnes intéressantes. Alors, on n'a même pas le temps d'agir. C'est formidable parce que c'est vrai, et je crois que l'art a été votre passion presque exclusive toute votre vie. Oui, c'est vrai, parce que à 13 ans, j'ai vu mon premier Klee, Paul Klee, dans la galerie de mon père, et cette passion m'a tout de suite entraînée vers l'amour pour l'art. En fait, c'est une histoire de famille, parce que votre père était donc déjà un collectionneur et un marchand, et vous êtes né dans l'art. Oui, c'est vrai. Mon père a fondé la galerie en 1920. D'abord, il a travaillé pour son oncle, qui avait une grande galerie à Munich, et qu'il a envoyé pour ouvrir une succursale à Lucerne. Et mon père était très jeune aussi là, à cette époque, mais il avait très vite réussi, et cette galerie prenait de plus en plus d'importance. Et ce qui est formidable, c'est que toute jeune, vous avez pu rencontrer des gens aussi prestigieux que Picasso, Matisse, Chagall ou Miro. Oui, c'est vrai. J'avais la chance que mon père les a connus, parce que c'était des jeunes artistes. Lui, il était jeune. C'était tout naturel de rencontrer ces artistes. Et quand j'ai commencé à travailler avec mon père, c'était naturel aussi que mon père me présente à ses amis artistes. Mais en fait, au départ, vous pensiez plutôt vous tourner vers l'archéologie. Oui, c'est vrai, ça m'a passionnée. Mais j'ai vite découvert que le travail de marchand de tableaux, le travail avec mon père, était une chose fascinante. Alors, j'ai laissé l'autre l'aider. Donc, vous avez acheté un petit Klee qui est ici, mais je ne sais pas si vous le verrez de loin. C'est une petite chose tout à fait magnifique et subtile. Et Klee est devenu un peu la clé de votre collection. Oui, le premier Klee, vraiment, c'était très important pour moi, parce que c'était une œuvre que j'ai acquis avec le premier argent que j'ai gagné chez mon père comme apprenti. Mais très vite, il y en avait d'autres, n'est-ce pas? À l'époque, on pouvait encore se faire plaisir en ne dépensant pas trop d'argent pour l'art. Oui, ça a bien changé depuis maintenant. Naturellement, mon Klee, c'était un prix spécial, c'était pas beaucoup d'argent, c'était quand même tout le salaire d'un mois, mais c'était différent que maintenant. On ne peut plus acquérir avec un salaire normal, on ne peut plus acquérir de l'art. C'est dommage. Hein? C'est très dommage, parce que je me demande si les gens qui aiment l'art peuvent encore s'offrir le plaisir d'acquérir une œuvre. On a l'impression que ce n'est plus du tout le cas. Oui. Et que l'art est réservé à une élite bien nantie. Oui, c'est vrai, mais dans ce livre que vous avez montré, oui, il y a une histoire qui montre comment c'était dans le temps, la passion pour l'art, les collections.
Est-ce que vous comprenez l'anglais? Oui? Je pourrais vous lire ce que j'ai écrit, une histoire c'était un tableau de Picasso, Femme et chien jouant. Et il y avait un collectionneur de Bruxelles qui a eu ce tableau dans la collection. Et je pourrais vous lire l'histoire parce qu'elle montre comment, dans le temps, les gens agissaient, comment les vrais collectionneurs agissaient. In the summer of 1960, an important Belgian collector contacted us to ask whether we would be interested in his Picasso, Woman and Dog Playing, which, as he told us, he was forced to sell due to a temporary financial bottleneck. We were familiar with the painting from the magnificent Picasso exhibition at the Palazzo Reale in Milan, where it had been shown in 1953, as the artist's most recent work still in his possession. Since it had already truly impressed us at the time, we immediately set off for Brussels to discuss the acquisition with the collector, Philippe d'Autremont. D'Autremont, an industrial magnate who was active in the sugar business, in which, as he told us, there could be a lot of ups and downs, was a collector with an unerring instinct for quality and a sense for what was significant at the moment, as well as for what was to come. It was hence possible that the passionate art lover might get out of control. We had actually more or less finalized the purchase while in Brussels, but d'Autremont still wanted to come to Lucerne for a last discussion. That summer, we had a huge composition by Miro from 1927, The Circus Horse, hanging in the gallery, a work that even in 1960 seemed quite avant-garde. D'Autremont was immediately fascinated by it. He made an on-spot decision to propose trading his Picasso with us for the Miro. He would find some other way out of his financial straits. The Circus Horse thus went to Brussels, and The Woman and Dog Playing came to Lucerne. Both paintings hang in museums today. The Miro in the Hirshhorn Museum in Washington, the Picasso in the Rosengart collection as permanent loan to the Rosengart Museum from the Rosengart donation to the city of Lucerne. So. Une question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on être à la fois collectionneur et marchand? Est-ce qu'il n'y a pas des déchirements Oui, naturellement, c'est difficile, mais le vrai marchand de tableaux doit aimer l'art. Et quand on aime l'art, on aime les tableaux. Et quand on choisit les tableaux comme marchand de tableaux, alors l'amour doit jouer un rôle. Et puis le cœur, quelquefois, crie trop haut. Et il nous dit, ça, on ne peut pas vendre, on doit le garder. Et c'est comme, quelquefois, oui, des conflits. Oui, oui. Et j'imagine aussi que les relations avec les artistes étaient peut-être plus faciles avant qu'aujourd'hui. Il y avait une réelle amitié qui s'installait. Oui, oui, naturellement. Avec Picasso, Chagall, Matisse, il y avait une amitié. Et par exemple, Matisse, qui appréciait l'œil de mon père, un œil qui ne laissait pas de faute.
Alors Matisse, quand nous annoncions la visite, il préparait toujours une douzaine ou plus de dessins que nous pouvions choisir pour acquérir pour la galerie. Les artistes sentaient s'il y avait le cœur avec le métier. Et je crois que parmi tous ces artistes, ces géants de l'art du XXe siècle, il y en a quand même un qui vous a le plus subjugué. Oui, naturellement, Picasso. Il dominait tout. Vraiment, c'était chaque visite chez lui, c'était différent. Et chaque visite était il y avait des moments inattendus et toujours fascinants. Oui. Et vous m'aviez dit que son regard vous transperçait. Oui, vraiment. Il avait un œil qui est comme X-ray. C'était un minotaure. Oui, vraiment, oui, c'est vrai. Oui. Et je crois qu'il vous a peint toute une série de fois. Vous avez plusieurs portraits peints par lui. Oui, c'est des œuvres sur papier, pas des peintures, mais il y en a 5. Pas une série, mais le premier était de 1954, le deuxième 58, mais c'était toujours Picasso qui avait une idée, qui voulait faire un nouveau portrait. Et il traçait vite ses portraits ou bien ça prenait du temps? Le premier était assez vite. C'était un simple dessin au crayon, mais le deuxième déjà, ça durait plus longtemps. Et le troisième, c'était une gravure de lino. Et ça, naturellement, déjà la matière prenait plus de temps. Et la grande litho qui était sur l'écran au début, ça prenait à peu près 2h30. Ah oui. Et il était exigeant, vous deviez rester tranquille ou bien Giacometti c'était terrible par exemple pour ses modèles? Ah oui, non, Picasso c'était terrible en ce sens que je ne devais pas bouger, je ne devais pas parler, mais rester simplement debout devant lui. Et il me fixait avec ses regards. Et j'ai décrit ça dans ce livre, Calling on Picasso. J'ai écrit comme il avait fait les portraits et toutes nos visites. Il y a des photos que mon père et moi prenions pendant nos visites. Est-ce que vous vous souvenez de tableaux qui ont été vendus dans la galerie et que vous regrettez infiniment? Oui, ah oui. Il y a 2 Picasso, un de 1906 et un autre de 1953. Et les deux achetés par les mêmes collectionneurs canadiennes. Ce tableau de 1906 ne nous appartenait pas. Nous avions ça reçu des collectionneurs en commission. Et à cette époque, 55 peut-être, ça coûtait 100 000 francs. Et 100 000 francs, aujourd'hui, c'est comme 100 millions de francs. Et mon père proposait d'acheter pour nous-mêmes ce tableau. Et mon père, ma mère et moi, nous avions peur de cette somme immense. Et finalement, nous avons vendu ça à ces collectionneurs canadiens. Et je regrette toujours. Parce que c'est un tableau d'une beauté, un portrait de Fernand Olivier. Ah oui. Et aujourd'hui, ça coûterait 100 millions probablement. Et l'autre, c'était un Picasso tardif de 53. C'est formidable comme idée, parce que ça s'appelle L'ombre sur la femme. Et cette ombre, c'était l'ombre de Picasso lui-même sur Françoise. Et c'était au moment où Françoise allait le quitter. C'est très émouvant et très fort aussi. Ces 2 peintures ne sont pas dans des musées, elles sont toujours dans...
Oui, le premier, Fernand Olivier, c'est au musée de Toronto. Et je crois que la femme de ce collectionneur a laissé l'autre au musée de Jérusalem. Oui, je ne pourrais plus la voir. Alors, Klee a été un artiste majeur dans votre collection. Vous l'avez rencontré aussi Non. Non, Klee est mort quand j'avais seulement 8 ans, en 1940. Je n'avais pas la chance. J'appréciais son œuvre depuis l'âge de 13 ans. Et il y en a une centaine, je crois, dans la collection. Il y en a 125, oui. Et l'idée de collection donc a été démarrée par votre père, vous l'avez continuée, et quand est venue l'idée d'en faire un musée? C'est quand mon père est mort, j'ai pensé que je voulais que ça reste ensemble, parce que nous l'avons réussi avec beaucoup d'amour, et je voulais le laisser à la ville de Lucerne, parce que la ville de Lucerne n'est pas une ville riche, et je pensais jamais il ne pourrait s'offrir une collection comme ça. Et c'est pourquoi j'ai insisté que ce soit à Lucerne. Je n'avais pas beaucoup d'aide pour ça, mais j'ai réussi à le faire. Il y a des sculptures aussi ou bien ce sont des tableaux uniquement? C'est surtout des tableaux et des dessins, mais il y en a une sculpture de Picasso de 1961 et il y a depuis un an une sculpture de 1906 aussi. Et dont vous aviez une esquisse. Et j'ai découvert seulement quand que je l'ai mis sur la place que j'avais l'esquisse pour cette sculpture, ou plutôt c'est une Fernande se coiffant, et j'avais la tête de Fernande exactement de la représentation de la sculpture. La collection, je pense, démarre à la fin du 19e siècle avec Pissarro, Renoir. Oui, c'est ça. Oui. Ma mère préférait l'impressionnisme parce qu'au commencement, elle n'était pas dans la galerie, mais elle disait ce qu'elle appréciait. Et c'est pourquoi des Cézanne, Pissarro, Renoir, c'était resté. Et pas Van Gogh et Gauguin? Van Gogh et Gauguin, c'était déjà des prix que notre famille ne pouvait pas s'offrir. Et je crois que le dernier tableau de la collection, c'est un Picasso. Oui, c'est un Picasso de septembre 72. Alors, 6 mois avant sa mort, que j'ai acheté bien après. Je crois que vous avez établi une chronologie dans la présentation de la collection. Oui, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus d'un artiste si on le présente dans l'ordre chronologique. On peut aller avec la vie de l'artiste. Et c'est pourquoi j'ai insisté de faire ça comme ça dans mon musée. Et je l'ai fait pour Picasso, mais je l'ai aussi fait pour Klee. Et j'ai essayé de faire aussi la chronologie avec les impressionnistes, et puis Bonnard, Vuillard, Matisse. Et on peut suivre l'évolution. Ah, mais je ne le connais pas, votre musée, mais il doit être magnifique et j'imagine que tous ceux qui nous écoutent vont courir le voir. J'espère. Et ce que je voulais vous demander encore, je crois qu'il n'y a pas de Giacometti qui pourtant était suisse. Oui, c'est drôle, mon père connaissait bien Giacometti, mais ni lui ni moi avions le désir d'acquérir une œuvre de lui. Et oui, c'est peut-être une faute, mais... C'est un choix. C'est un choix, oui. Est-ce qu'il y a des artistes qui manquent et que vous regrettez? Non, je ne crois pas, non. C'était vraiment notre cœur qui parlait, et les autres, oui, c'est pas...
je trouve qu'il y a des artistes magnifiques comme Mondrian par exemple qui manquent. Et je jouis de voir ça dans des musées, mais c'est un tout autre esprit que dans ma collection. Et Morandi non plus n'est pas dans la collection, oui. Morandi. Et Morandi, oui, c'est pas peut-être. Oui, c'est un artiste qui est bien joli, non, mais c'est pas mon cœur. La collection représente ce que vous êtes, et oui, voilà, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais voulu faire une collection. Non. Nous avons gardé ce qui nous était proche. Et peut-être avec le goût de nous deux, mon père et moi, c'est devenu une collection qui avait un certain aspect, mais c'était pas avec le désir de faire la collection. Il n'y avait ni de côté spéculatif, ni le côté réunir pour réunir. Oui. C'était vraiment des choix. Oui, c'était ça. C'est comme ça qu'on peut trouver un Modigliani, un Soutine, oui. Du Braque et je ne sais plus tout qui. Enfin, c'est assez complet. Oui. Oui. Alors, bon, c'est l'art du XXe siècle. Que pensez-vous de l'art du XXIe siècle? Je dois confesser que j'ai quelques difficultés d'accepter ce qui est fait maintenant. Mais ils ont bien des difficultés aujourd'hui. Il y a Giacometti qui disait à mon père, qu'est-ce que vous voulez que nous jeunes fassions encore? On nous a déjà tout pris. Alors là... Et je crois que vous avez aussi une anecdote à raconter à propos de Gianada et de sa fondation. Ah oui, quand il a commencé, personne était encore au courant de ce qu'il faisait. Pour la deuxième exposition, c'était Paul Klee qui l'avait choisi. Et il est venu nous voir, mon père et moi, et il est venu en disant « Est-ce que je ne peux pas vous demander de me prêter une petite aquarelle de Klee pour mon exposition ?» Et mon père a réfléchi une seconde. Il a dit « Non, on ne va pas vous prêter une petite aquarelle. » Et Gianada a hurri, regardez mon père. Mon père dit « Non, on ne va pas vous prêter une petite aquarelle. On va vous prêter un grand tableau de Klee. » Eh bien, Gianada, depuis, a fait de nombreuses expositions et en Suisse, il représente quand même une institution importante. Oui. Ah oui, et depuis, il a fait son chemin. En Suisse, il y a des collections, des ensembles faramineux. Oui, ils ont commencé à acheter très tôt. C'est pourquoi il y avait encore le choix et la possibilité pour un petit médecin ou avocat de faire une collection. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et à l'époque, quelles étaient les relations entre les marchands? Est-ce qu'il y avait des relations amicales ou bien c'était, comme souvent, tendu? Non. Et d'abord, il y avait très peu de marchands. Et ils étaient vraiment, par exemple, mon père était très ami avec le grand marchand de Picasso, Daniel-Henri Canveller, et ils s'appréciaient l'un l'autre. Et c'était, oui, une confrérie. Hein? Et en fait, je crois aussi savoir que c'est un autre marchand plus discret qui a mis le pied à l'étrier de votre père, Willem Ude, qui avait découvert les primitifs. Willem Ude. Hein? Ah, Ude, oui. Oui, mon père avait 18 ans, 19 ans à l'époque,
Et Houdet l'a pris avec lui chez Picasso. Et oui, c'était une amitié qui s'est un peu développée à l'époque. Est-ce que vous avez encore une autre anecdote à nous raconter, quelque chose de... Il y en a tellement que pour le moment je ne me souviens d'aucune. Mais par exemple, des gens comme Chagall, Matisse, Miro étaient très différents. Est-ce que Miro était plus proche de Picasso comme personnage? Miro était un personnage à lui seul, parce qu'il parlait si peu, mais il était très amical. Et quand nous avions acheté le grand tableau, La danseuse, de lui de 1925, nous avons écrit une lettre à Miro parce que ce tableau était complètement inconnu. Et nous avons demandé si Miro pouvait nous dire quelque chose dessus. Et il y a une lettre de 4 pages, écrite à la main, que Miro nous envoyait, où il nous disait qu'il était ravi que nous avions le tableau qu'il croyait perdu. Et il nous racontait comment l'idée pour ce tableau était née. Et il finissait la lettre avec un compliment charmant pour mon père. Il lui disait qu'il était heureux que ce tableau était dans ses mains parce que de cette façon il savait que les futures mains seraient dignes de ce tableau. Alors, c'est beau, c'est beau. Et Chagall, il était comment comme artiste, comme homme, tout à fait charmant et tout à fait différent de Picasso, naturellement vraiment des antipodes. Il y avait aussi des moments très inattendus, très poétiques. Et nous avons fait quelques voyages ensemble, à Rome par exemple. Et c'était très intéressant de voir comment il regardait les œuvres antiques. Et c'était, oui, plutôt une conte de fées que j'ai vécu là. Oui, c'est ça. En fait, avec tous ces artistes, vous avez vu passer des moments tellement intenses et sublimes que c'est ça qui garde votre jeunesse. Oui, naturellement, parce que c'est toujours différent et voilà. On doit rester mobile. Hein? Voilà. Est-ce que votre musée suit une politique aussi d'exposition temporaire ou il est consacré à la conservation de notre collection? Oui, c'est un musée qui ne change pas. Nous ne faisons pas d'exposition et toute la collection est toujours visible. Et c'est pas comme ici. J'étais hier au musée des Beaux-Arts et ça m'a frappé qu'il y avait des murs où un seul tableau était resté sur le mur et les places des autres tableaux, il y avait un écart qui disait que ce tableau était prêté pour Paris ou pour Berlin. Et je trouve que ça, c'est pas l'idée d'un musée de prêter tellement d'œuvres. Et chez moi, si vous venez, il y a toujours les tableaux sur la même place et vous pouvez venir regarder les œuvres que vous avez aimées. C'est un peu cela que vous reprochez à la Fondation Beyeler, où on voit de moins en moins la collection et de plus en plus des temporaires. Oui, et je pense que Beyeler, qui a donné sa collection à la Fondation, c'était pas son idée que la collection disparaissait dans les caves et qu'on ne voyait que des expositions. Et je ne veux pas que ce soit la même chose chez moi. Mais en quoi, en fait, votre père, qui doit avoir eu une relation très intense, ça se voit sur les photos, avec les artistes, en quoi, en fait, les artistes avaient, en fait, apprécié
ses idées, enfin son contact, est-ce qu'il avait une influence sur leur façon de travailler ou sur le jugement sur les œuvres qu'il faisait, ou en quoi est-ce que ce dialogue se passait en fait dans ces contacts? Oui, non, je ne crois pas qu'il avait une influence parce que ce serait difficile d'influencer un personnage comme Picasso, Chagall, Miro, mais il comprenait que mon père aimait leur art. Et c'était ça, cette conversation très intense. Et c'est comme ça que mon père avait la permission de choisir chez eux les œuvres qu'il appréciait, qu'il voulait choisir. Mais il ne laissait pas, les grands artistes ne le laissaient pas influencer. Vous avez un magnifique tableau de Matisse de 1916, je crois, Lorette. Et c'est un tableau très rare, c'est une époque rare aussi. Et vous pouvez me raconter un peu comment vous l'avez acquis, quelle histoire il y a autour de ce tableau? Alors, si vous voulez, je peux vous lire encore l'histoire de ce tableau. C'est dans le petit livre aussi. Un instant, je dois chercher. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour Angela Rosengart et son père, c'était toujours donc une affaire de coup de cœur. Et ce qui a fait dire un jour en interview à Madame Rosengart qu'elle n'avait jamais rien acheté d'autre que des œuvres d'art. Oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez, je vais vous lire l'histoire. Lorette with white turban. During our stays in New York, we always used to visit art dealer colleagues who took pleasure in showing us their, by European standards, almost overwhelming inventories of artworks. They benefited from the fact that the Americans had assembled large collections of modern art over decades, long before the Europeans, hampered as they had been by war and the National Socialists, and owners were from time to time prepared to exchange or sell works. An old art dealer friend was therefore able to present 3 paintings by Matisse to us from the mid-1920s, though which were generally in great demand with American collectors, but did not really suit our tastes. He noticed our reserve and remarked that we were perhaps not great fans of Matisse, to which I interjected, "Oh yes, we are, but it depends. If you could show us, for instance, that portrait of a girl from the Colin collection, I would then immediately be excited." He took the Colin collection catalogue from the library, but the painting I had always dreamt about was not in it. Had I got confused? The next day we visited another colleague, and an almost magical coincidence. He had precisely that Matisse of which I had spoken the previous day, available for sale. The owner was not Ralph Colin, but Sidney Cohn. I had mixed up the similar surnames. We did not hesitate long before buying the enchanting painting. The title of the work, however, puzzled us a bit. Lorette with white turban. The girl's turbans, namely, did not look white, but rather more yellowish grey. The solution was provided by a restorer. A film of grime accumulated over the decades had concealed the brilliant colors
which then once again came into their own after being cleaned. So. Thank you.